4e étage. Bien, bonjour à tous, bienvenue au Planétarium de Nantes. On s'amuse bien avec notre petite musique d'ascenseur pour vous faire patienter. Alors aujourd'hui, nous allons parler des astronautes. Ce sera Vincent qui va s'en occuper. Salut Vincent. Alors, quelques mots avant de commencer pour les nouveaux. Vous avez sur l'interface devant vous une partie blanche sur votre droite. Sur cette partie-là, vous pouvez faire des questions, poser des questions, bien sûr, sur le sujet qui nous préoccupe, astronaute. Ne demandez pas comment c'est fabriqué tout l'univers dans les questions. Pour les questions également, préciser l'âge des enfants qui poseraient les questions, si ce sont des enfants. Parce qu'on ne va pas répondre la même chose à un enfant de 6 ans avec un autre qui a 15 ans ou un adulte. Voilà, précisez juste la tranche d'âge pour chaque question. N'hésitez pas à poser plein de questions, je m'en charge pendant que Vincent va vous raconter des choses. Souvent d'ailleurs, pensez qu'il y a un décalage entre ce que Vincent vous dit, vous fait penser à des questions, vous commencez à les poser, et Vincent est déjà passé à autre chose quand les questions arrivent. Du coup, si vous reprécisez pas le contexte dans les questions, quelquefois vous demandez c'est combien, mais combien quoi, ou la couleur de quoi. On parlait de quoi tout à l'heure. Voilà, il y a un petit décalage entre les questions et le sujet. Et puis pour les sondages, vous avez une partie qui s'appelle sondage, il y a un deuxième onglet. Pour les sondages, c'est facile, ce sera des quiz. On va vous poser quelques questions, à vous de chercher les bonnes réponses. J'espère que ça va vous amuser, ça fera quelques intermèdes. D'ailleurs, pour commencer, on va publier 2 sondages qui n'ont vraiment rien à voir avec un quiz. C'est parce qu'on a 0 info sur vous, bien sûr, vous êtes totalement anonyme. Eh bien, pour savoir combien vous êtes peut-être 2, 3, 4, 5, on sait combien de personnes sont connectées en même temps sur ce webinaire, mais on ne peut pas savoir si vous êtes 3 ou 4 chez vous à regarder notre webinaire. Et puis, même chose pour la tranche d'âge. Il y a des enfants, il y a des adultes. Alors là, vous pouvez évidemment répondre plusieurs fois. Si vous êtes 2 ou 3 derrière l'écran, ceux qui ont 6 ans répondent 6, ceux qui ont 8 ans répondent 8, ceux qui sont adultes répondent adultes. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour pour cette partie. Voilà, pour les questions et les sondages sur la droite, ça permettra de faire un peu d'interactivité. Eh bien, je vais laisser la parole à Vincent, qui va tout vous dire sur les astronautes. Eh bien, merci Daniel, merci à tous, merci de votre présence, merci à Mathéo, Valentine, Amélie, à Aurélie, à Maëlle, à Magali, Marianne, Sarah, Audrey, Thiago, Marie-Françoise, Fanny, etc., etc., etc. Voilà, il y en a plein d'autres, évidemment. On va pas tout vous lister, évidemment, mais vous serez peut-être reconnus parmi ces quelques prénoms. Voilà. Alors, en effet, on va parler aujourd'hui d'astronautes. On va parler d'astronautique, donc astronautique, les astronautes et ce qui va autour. On va parler de fusées un petit peu aussi, forcément, de la station spatiale, de la Lune aussi, de l'homme sur la Lune. Vous savez bien que l'homme est allé sur la Lune. Tout ça va être ça va se faire un peu au fil de l'eau. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas encore exactement dans quelle direction on va aller. On va se laisser guider par tout ça. Mais avant de commencer, déjà, j'ai envie de vous poser une petite question. Parce que je vous la pose maintenant et puis on verra un peu plus tard, peut-être on en reparlera. Je voulais savoir qui parmi vous est prêt à partir vers Mars. Par exemple, si je vous demande, est-ce que vous voudriez être astronaute pour aller en direction de Mars? On va vous poser la question et puis voilà, vous allez pouvoir me répondre ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez aller vers Mars ou pas? Voilà. C'est une étape intéressante si on veut voyager dans l'espace quand même. Donc, c'est bien d'en parler. Un petit détail, je vais regarder la caméra de temps en temps quand je m'adresserai à vous comme ça et que j'ai pas besoin de visuel. Mais dès que j'ai besoin de visuel, je regarde soit cet écran-là, soit celui-ci. Et du coup, je vois pas. Je donne l'impression de ne pas m'adresser à vous. En fait, si, je m'adresse bien à vous, mais je peux pas en même temps regarder mon écran et regarder ma caméra. Voilà. Et puis, il y a Daniel qui est en dessous, là, toujours, et qui pourra... Ah oui, salut. Voilà. S'il nous embête trop, on l'écrasera. Non, je plaisante, évidemment. Posez-lui plein de questions. Et puis, de temps en temps, peut-être, il sera amené à me poser des questions directement en direct, ou bien il pourra rajouter des informations aussi. Je précise bien,
réinsiste à nouveau, notez bien votre âge au moment où vous posez une question et faites bien une question complète avec tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse être lue, y compris dans 3 jours, et qu'on sache de quoi il est question. Que ça soit pas juste pourquoi ou comment ou faire référence à ce qui vient d'être dit parce qu'il y a un petit décalage. Voilà. J'espère que la balayeuse qui est en train de passer dans la rue va pas faire trop de bruit, qu'elle va pas être gênante en tout cas. En tout cas, c'est parti, on va s'en aller voyager un petit peu, on va aller se promener. Alors je vois que il y en a beaucoup qui veulent aller dans l'espace, hein. Il y en a 1 sur 2 à peu près qui voudrait aller vers Mars. Bon bah super, bonne idée. On verra, on en reparlera tout à l'heure un petit peu de voyage comme ça. Alors pour aller dans l'espace, effectivement, il faut être astronaute. Alors qu'est-ce que c'est un astronaute? Bah c'est quelqu'un qui quitte le plancher des vaches pour s'en aller dans l'espace. Bon, tout le monde sait ça. Mais attention, il y a plusieurs façons d'aller dans l'espace. C'est-à-dire que on peut aller dans l'espace pour y rester un petit moment, ou bien juste faire un petit saut de puce dans l'espace. À vrai dire, si on regarde un petit peu la façon d'aller dans l'espace, on va vite le comprendre. On va regarder comment ça se passe justement. Hop, sur un. Oups là, c'est pas le bon. Hop. Voilà, pas cliquer au bon endroit. Voilà un petit peu, vous voyez, la façon d'aller dans l'espace, en fait, enfin les possibilités d'aller dans l'espace, il y en a 2 principalement. Soit on fait un vol orbital, c'est-à-dire qu'on s'en va comme ça et on va se mettre en orbite autour de la Terre. Hein, c'est ce qui est le plus intéressant peut-être. Ou alors on fait un vol suborbital, vous voyez, c'est-à-dire qu'on va juste partir comme ça et puis retomber. Hein. Bon, on comprend bien que c'est un peu différent. Vous voyez, l'orbite la plus basse possible, vous voyez, c'est marqué ici lower possible orbit, c'est 100 km. On ne peut pas se mettre en orbite autour de la Terre à moins de 100 km. Et si on veut aller dans l'espace, eh bien, on considère que c'est ça la limite d'ailleurs, hein, c'est une centaine de kilomètres. Donc, en gros, aller dans l'espace, ça veut dire monter à plus de 100 km d'altitude et rester à plus de 100 km d'altitude, eh bien, ça nécessite de se mettre sur une orbite autour de la Terre et donc pas juste un vol suborbital. C'est 2 choses bien différentes, hein. On voit bien que d'un côté, c'est un saut de puce et puis de l'autre côté, c'est un voyage. Et c'est ce qui a fait la différence d'ailleurs au début un petit peu entre les Russes et les Américains. On va y revenir juste après. Alors pour mieux comprendre ça, peut-être on peut aussi regarder une petite vidéo peut-être qui va nous permettre de mieux comprendre cette mise en orbite. Comment est-ce que on se met en orbite? Vous voyez, si vous avez la Terre comme ça, imaginez vous avez une balle de tennis ici, vous la lancez en l'air. Hop, si vous la lancez, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle retombe au même endroit. En revanche, si vous lui donnez une vitesse horizontale, c'est-à-dire parallèle à l'horizon, regardez, on l'envoie un peu plus loin et elle va retomber plus loin sur la Terre. Si on l'envoie encore plus fort que ça, si on l'envoie plus fort, eh bien, elle va s'en aller plus loin, mais elle sera toujours attirée par la Terre. On lui donne une vitesse, mais hop là, elle finit par être attirée par la Terre. Si vous l'envoyez suffisamment rapidement, eh bien, elle va du coup pouvoir rester en orbite autour de la Terre, puisque au fur et à mesure, elle est attirée par le sol, mais la courbure que lui impose finalement l'attraction terrestre, cette courbure va faire en sorte que ça va compenser le mouvement de rotation de la Terre. À cette vitesse-là, en fait, enfin, pour arriver à ce résultat-là, il faut aller à peu près à 8 km à la seconde, c'est-à-dire à 28 500 km à l'heure à peu près. D'accord, donc ça montre bien qu'il faut aller très vite et c'est l'une des difficultés effectivement, hein, pour mettre quelque chose en orbite autour de la Terre. Alors la première chose qui a été mise en orbite évidemment, c'était pas un astronaute, hein, on a commencé avec des objets. Le premier objet qui a été envoyé dans l'espace, c'était une espèce de petites boules que je faisais de mémoire 80 cm ou 40 ou 80 cm de diamètre, quelque chose comme ça. Et donc, cette petite boule s'est appelée Spoutnik, il y avait 4 antennes dessus. Elle envoyait juste un petit signal, c'était histoire de dire, bah oui, on est capable de faire ça. C'est les soviétiques qui avaient fait ça, les soviétiques, on dirait les Russes aujourd'hui, hein, pour les plus jeunes. Voilà, mais les soviétiques avaient envoyé cette petite boule qui était en orbite autour de la Terre. C'était le premier satellite artificiel et c'était en 1954.
4, en 1957, pardon, désolé, 1957. Voilà, le 4 octobre 1957, c'est pour ça. Donc le 4 octobre 57, pour la première fois, on a envoyé quelque chose dans l'espace. Et puis on a suivi, vous savez, avec des animaux au début. Hein, on fait des tests plus avec des animaux qu'avec des hommes, parce que quand il y a un risque quand même, on préfère malgré tout envoyer des animaux que des hommes. Hein. C'est un peu triste pour les animaux évidemment, mais il faut admettre que la vie d'un animal par rapport à la vie d'un homme, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Donc, on fait pas des tests avec les hommes en disant, on sait pas trop si ça va marcher, mais on veut tester d'abord, quoi. Voilà. Donc, malheureusement, on a fait ça, bien sûr, avec des animaux. Les tout premiers êtres vivants qui ont été envoyés dans l'espace, c'était des mouches, d'ailleurs. Hein, voilà, on a fait ça avec des mouches. Bon, c'est un peu curieux, mais ça a été ça. Et puis ensuite, il y a eu les chiens. Il y a eu pas mal de chiens qui ont été envoyés par les soviétiques. Alors, évidemment, on a parlé surtout de Laika, qui était la première qui est vraiment allée dans l'espace et pour lequel on a eu un succès, en quelque sorte, une réussite de la part des Russes. Il y en a d'autres qui ont été sacrifiés avant, je pense. Il n'y en a pas forcément tous eu dès le départ. Et puis, du côté français, il y a eu Félicette, qui était un chat. On choisissait d'envoyer des chats, nous, dans l'espace. Félicette, ça devait être Félix le chat, ça s'invente pas. Et puis finalement, il s'est enfui peu de temps avant le départ et du coup, il a fallu trouver un autre chat. On a choisi une chatte en l'occurrence. Les Américains, eux, ont plutôt envoyé des singes dans l'espace. Hein. Alors, on dit que ces singes du coup pouvaient répondre à des ordres précis. Hein, ils pouvaient être dressés et on pouvait leur dire appuie sur le bouton bleu, appuie sur le bouton rouge, etc. Est-ce que t'as mal? Est-ce que tu entends quelque chose de particulier? Est-ce que tu as peur? Et il pouvait répondre en quelque sorte, peut-être avec des choses comme ça. Voilà, on dit ça en tout cas. Genre, j'ai pas de certitude sur le fait que ça a été fait, mais c'était l'une des raisons pour lesquelles ils avaient choisi des singes. Voilà, donc ça s'est passé il y a un petit moment, c'était dans les années 60, et puis on a fini par envoyer un homme dans l'espace. Hein, vous vous en souvenez sans doute, enfin vous en avez entendu parler. Cet homme, il s'agissait de Youri Gagarin. Youri Gagarin a été le premier homme à aller dans l'espace. On va regarder un petit peu comment ça s'est passé, son voyage dans l'espace à notre Youri Gagarin. Alors attendez, je suis en train de le chercher. Évidemment, voilà, il est là. Hop, voilà Youri Gagarin. Bon, avec son grand sourire là. Voilà, ses beaux yeux, il a des beaux yeux bleus apparemment. Hein, voilà, donc Youri Gagarin, il est parti dans sa fusée. Alors une fusée, une fusée qui était une fusée primitive en quelque sorte, hein, parce que c'était les premières fusées. Ça faisait peu de temps qu'on avait commencé à envoyer des fusées dans l'espace, et donc cette fusée, malgré tout, elle ressemble encore beaucoup aux fusées qu'on envoie aujourd'hui. Hein. C'était des fusées en 1960, 61, Youri Gagarin partait avec cette fusée et finalement elle ressemblait beaucoup aux fusées qu'on envoie aujourd'hui. Alors ça c'est une reconstitution évidemment, hein, personne n'était là-bas pour filmer, mais voilà à quoi ça a pu ressembler. Et donc Youri Gagarin a été le premier à flotter dans l'espace comme ça. Hein, il est allé découvrir l'impesanteur, le fait de ne plus ressentir la pesanteur. Voilà, il y a toujours de la gravité, mais on la ressent pas justement parce que on est toujours attiré par le sol, mais en même temps on va à une certaine vitesse qui fait que on arrive à ne pas ressentir donc la pesanteur. C'est comme si on ne pesait plus rien. Voilà. Alors bon, ça s'est un peu moins bien passé que ce qu'on avait imaginé. Hein. Le vol, vous voyez, il y a eu un moment où il est descendu un peu rapidement en quelque sorte. Il a dû s'éjecter peu de temps avant d'arriver. Ça, on l'a su que bien après. Hein. On l'a su de mémoire dans les années 90. Hein. C'est là qu'on a su que effectivement Youri Gagarin avait dû s'éjecter, qui n'était pas tombé comme ce qui était prévu. Voilà. Ça a dû faire un choc pour les paysans qui l'ont vu tomber dans leur jardin. Il est tombé dans les steppes là. Voilà.
Donc Yuri Gagarin, au mois d'avril 1961, ça a été le premier. Et puis ensuite, il y a eu les Américains. Alors le truc, c'est que les Américains, je reviens ici, en fait, le Yuri Gagarin, il a tout de suite fait une orbite autour de la Terre. Donc il est parti sur cette ligne-là, là, voilà, il a fait une orbite avant de retomber, alors que les Américains, ils ont envoyé Alan Shepard qui a juste fait ça. Un petit vol suborbital comme ça, voilà. Et il l'a fait quelques mois après. Le mois suivant en fait. Alan Shepard est parti vraiment le mois suivant. Et il a fallu attendre un an de plus pour que enfin les Américains envoient un astronaute en orbite autour de la Terre. C'était John Glenn, le premier astronaute américain à aller en orbite autour de la Terre. À noter que Yuri Gagarin, lui, était un cosmonaute, parce que on a parlé russe à ce moment-là. Chez eux, on a inventé le mot de cosmonaute, celui qui va dans le cosmos, celui qui voyage dans le cosmos, cosmonaute. Voilà. Et puis, c'était un mot russe, un cosmos. Et donc, ensuite, on a parlé d'astronautes pour les Américains. Ils ont envoyé, eux, des astronautes. Et maintenant, en Europe, on a tendance à parler de spationautes. Pour, en tout cas, les Français, on va les appeler spationautes. Voilà. Mais on peut imaginer d'autres termes. Les Chinois parlent de taïkonautes. Voilà. Et puis, il y a d'autres noms comme ça pour différents pays. Bon, globalement, le mot générique, le mot général pour parler de tous ces gens-là, c'est les astronautes. Et on va rester sur ce terme d'astronaute. Voilà. Alors des astronautes, tiens, je ne sais pas si vous avez une idée du nombre qu'il peut y avoir d'astronautes. Peut-être, tiens, on peut poser la question, Daniel, dans le sondage pour savoir combien il y a d'astronautes. Je te laisse lancer le sondage. Voilà. Donc le sondage est lancé, c'est parti, vous pouvez répondre. Est-ce qu'il y a eu une cinquantaine d'astronautes à peu près depuis le premier, donc depuis 1961? Est-ce qu'il y a eu environ 50 astronautes, environ 100, environ 500 ou environ 1000? Voilà. Ça, c'est le nombre d'astronautes. Alors, sachant que il y en a qui sont partis plusieurs fois parfois. Il y en a qui ont fait plusieurs voyages. Donc, ça, c'est le nombre d'astronautes. C'est pas le nombre de places de fusée, si vous voulez. Alors, je vous laisse le temps de répondre un petit peu. Bon, ça se stabilise à peu près. Bon, vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse, effectivement, c'est environ 500. À vrai dire, on doit être rendu à 565 de mémoire, 565 astronautes. Et ces 550 astronautes, ces 565 astronautes, pardon, eh bien, ils représentent finalement l'homme dans l'espace, c'est ça. On va juste partager un petit écran. Hop, voilà, 550 astronautes, voilà ce que ça nous donne. Voilà, ça donne une petite idée. Donc, il y en a 565 en tout. Vous pouvez compter, là, il y en a 550, mais vous en rajoutez 16, et puis, ou 15, pardon, et puis ça le fera. Voilà. Alors, ces 550 astronautes, ou ces 565 astronautes, ils sont partis plusieurs fois dans l'espace pour une partie, encore une fois. Et donc, en tout, il y a eu à peu près 1300, 1400 places de fusées, en quelque sorte. Vous voyez, le nombre de places qu'il y a eu à prendre dans des fusées. Donc, c'est pas anodin quand même. Ça commence à faire pas mal de monde à partir dans l'espace, et on continue bien sûr à envoyer toujours du monde. Alors, malheureusement, plus souvent des hommes que des femmes. Eh oui, parce que ça a été comme ça pendant très très longtemps, on s'est même pas posé la question, et puis de plus en plus on essaye d'y faire attention. Le souci, c'est que il faut des candidates, il faut qu'il y ait de plus en plus de candidates. Il y en a de plus en plus, mais il y en a encore moins que des hommes. C'est pas normal. Il faudrait qu'on améliore ça. Alors, pour autant, il n'y a pas de discrimination au moment de choisir des astronautes. On choisit les gens pour leurs compétences, pour leur diplôme, etc., etc. Alors, il se trouve qu'il y a moins de candidates que de candidats. Et aujourd'hui, on est à quelque chose comme 15% à peu près. Il y a à peu près 15%. C'est-à-dire que pour 100 astronautes, il y en a 15 qui sont des femmes. Voilà, c'est pas encore beaucoup.
Les filles, vous pouvez faire mieux que ça. Hein, il faut, il faut vous inscrire hein, pour devenir astronaute. Il n'y a pas de raison. Et d'ailleurs, pour devenir astronaute, eh bien, on peut en parler rapidement. Il y a comment dire, une session de recrutement en ce moment, donc c'est le bon moment hein, si vous voulez devenir astronaute, que vous soyez un homme ou une femme, un garçon ou une fille, vous pouvez postuler pour aller, par exemple, dans l'espace. Alors, hop là, voilà le... Hop, c'est pas ici, c'est là. Voilà le protocole pour suivre le processus de sélection. Donc, vous voyez, ça va commencer au 31 mars. Là, du 31 mars au 28 mai, vous pouvez envoyer votre candidature. Ensuite, ils vont regarder tout ça. Ils vont vérifier qui répond aux critères. Alors, les critères, c'est bac plus 5 hein, quand même. Bon, voilà, bac plus 4 ou 5. Voyons, il faut une maîtrise. Maîtrise, c'est peut-être 4, c'est peut-être plus 4. Peut-être des gens qui connaissent mieux ça que moi. Il faut une maîtrise en tout cas. Un master, voilà, c'est comme ça, pardon, on appelle ça un master maintenant, excusez-moi. Je suis un vieux, moi. Donc, il faut un master ou bien un équivalent à côté. Voilà. Et puis donc, il va y avoir tout un tas de tests. Et en octobre 2022, on saura quels sont les quatre élus, hein, élus européens, je précise. Hein. Donc, il va y avoir sans doute à peu près 10 000 candidatures au départ. À la fin, il va en rester 4, peut-être 6 s'ils arrivent à trouver vraiment des gens très très performants. Ils vont peut-être pousser jusqu'à 6. Voilà, sans certitude. Donc ça, c'est la façon de devenir astronaute, ça passe par là. C'est le bon moment. Hein, donc si vous voulez devenir astronaute, allez-y, hein, inscrivez-vous, pourquoi pas. Daniel, peut-être des questions depuis qu'on a commencé, des choses à signaler, à dire ou autre? C'est très très calme, vous n'osez pas poser de questions, ou alors t'es tellement clair qu'il n'y a aucune question à se poser. C'est parfait, tout est parfait. Ok, alors juste pour Sohan et Thaïs, qui sont avec Magali, je pense, voilà, il faut bien répondre sur les sondages. Hein, voilà, répondez bien dans les sondages quand il y a des questions sondages. Et les questions, c'est pour nous poser des questions à nous pendant le webinaire. Voilà. Alors, on a parlé un petit peu d'aller dans l'espace. Je vous ai dit qu'effectivement, il y avait à peu près 550 à 565 astronautes qui étaient allés dans l'espace. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'astronautes parmi tout cela? Combien est-ce qu'il y a d'astronautes qui sont allés jusque vers la Lune? Parce que vous savez qu'il y a des gens qui sont allés vers la Lune. Alors, on a dit donc 550 sont allés dans l'espace. Combien parmi ces 550 sont allés jusque vers la Lune, à votre avis? Alors, je vous laisse réfléchir sur cette question que l'on va afficher. Combien sont allés jusque vers la Lune? Hein, attention, je parle des astronautes qui ont voyagé jusqu'à la Lune. Combien y en a-t-il eu, à votre avis? Alors, on laisse un petit peu de temps pour répondre. Ah, je vous ai pas mis 0. Hein. J'aurais pu mettre 0 comme réponse parce que il y a encore des gens qui doutent qu'on est allé sur la Lune, mais il faut pas douter de tout. Il y a des choses dont on peut douter, il y a des choses dont on ne peut pas douter. Et le fait qu'on soit allé sur la Lune, c'est une certitude absolue. Croyez-moi, il n'y a aucun doute là-dessus. On a toutes les preuves qu'on veut et toutes les soi-disant preuves qu'on n'est pas allé sur la Lune sont plus risibles qu'autre chose, si ce n'était de la désinformation pure et simple. Voilà, donc on a toutes les preuves dont on a besoin. C'est comme le fait que la Terre soit ronde, on le sait et c'est démontrable très facilement. En revanche, c'est très difficile de démontrer que la Terre soit pas autre chose que ronde. Hein. Enfin, on n'y arrive pas, on ne peut pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, combien d'astronautes ont voyagé jusqu'à la Lune? Bon, alors,
Vous êtes nombreux à penser qu'il y a 12 astronautes qui ont voyagé jusqu'à la Lune. C'est pas mal, mais ils sont plus que ça. En tout, ils sont 24 à avoir voyagé jusqu'à la Lune. Et oui, parce que tous ne se sont pas posés. Les 3 premiers qui sont allés sur la Lune, c'était d'ailleurs pas en 1969, mais 6 mois plus tôt, en 1968, le 24 décembre 1968. Le 24 décembre 68, il y avait 3 astronautes qui tournait autour de la Lune. C'était la première fois effectivement que quelqu'un tournait autour de la Lune. Et puis ensuite, il y en a qui sont allés s'y poser. Mais voilà les 24 astronautes, donc par rapport aux 550 de tout à l'heure, voilà les quelques-uns qui sont allés jusque vers la Lune. Et parmi tout cela, en effet, il n'y a que 12 astronautes qui ont marché sur la Lune. Il y en a 12 qui ont marché et 12 qui n'ont fait que tourner autour finalement. Voilà, donc en tout, ça fait 24 astronautes qui représentent 27 places de fusée. Encore une fois, vous voyez, il y en a qui sont partis plusieurs fois, donc ça représente 27 sièges en quelque sorte. Il y en avait 3 à chaque fois et il y a eu 9 missions qui sont allées tourner autour de la Lune ou se poser sur la Lune. Voilà. Donc Apollo 8, Apollo 10 et Apollo 13 n'ont pas eu d'atterrissage les 2 premières fois parce que c'était les débuts, on découvrait. Et puis Apollo 13 parce qu'il y a eu un petit problème. Voilà, si vous n'avez pas vu le film Apollo 13, je vous incite vivement à le voir. Un très très bon film, très bien documenté et très très réaliste en fait, qui raconte cette épopée de la mission Apollo 13 où il y a eu un problème qui a obligé les astronautes à revenir sur Terre sans avoir alluni. Voilà, et ça a été une sacrée aventure. Voilà. Alors, pour aller sur la Lune, justement, c'est peut-être intéressant de voir comment on fait pour aller sur la Lune. Déjà, il faut comprendre que donc il y a peu de gens qui sont allés sur la Lune. On va regarder comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer en fait une petite séquence qui a été faite à l'époque. Vous voyez, donc c'est de l'image de synthèse des années 60 ou 60, 60 à peu près. Donc voilà, la fusée Saturn V. Vous voyez, elle est en plusieurs morceaux. On l'a vu. Voilà le premier étage, le deuxième, le 3e étage ensuite, et puis après, c'est la partie qui va aller vers la Lune. Toute cette partie-là, ce qu'on appelle le module, le vaisseau Apollo en quelque sorte, avec le module lunaire qui est caché ici dans le coffre en quelque sorte, le module de service où il y a tous les fluides, tout ce qui sert en fait pour assurer la vie à bord des 3 astronautes qui sont dans cette petite capsule. Vous voyez, ils sont dans cette toute petite capsule là qui est en haut. Dans cette toute petite capsule triangulaire là, vous avez donc les 3 astronautes qui sont prêts pour leur décollage. Voilà. Et puis au-dessus, vous avez la tour la Escape Tower en fait qui permet de faire partir les astronautes de les sauver s'il y avait un problème au décollage. Voilà. Alors on va regarder le décollage avec le son tant qu'à faire, c'est assourdissant évidemment. Voilà, ça fait une onde de choc qui se répercute qui ferait exploser les vitres à 15 km si on ne jetait pas de l'eau sous au moment du décollage. On jette beaucoup d'eau au pied de la fusée, ce qui permet d'atténuer le son. Ça permet d'atténuer le son de l'atténuer complètement. Alors, vous voyez, cette fusée, en fait, elle est énorme. Elle fait 3000 tonnes au décollage, dont, vous voyez, en dessous de la partie de fumée, là, il y a une espèce de nuage qui se forme au moment du passage du mur du son. En dessous, le premier étage, là, tout le premier étage, il ne sert que pour les 68 premiers kilomètres. Regardez, le morceau qui va se détacher, ici, c'est juste pour faire 68 kilomètres. Et au moment où il s'arrête de brûler, à 68 kilomètres, ça fait 2 minutes 30 que la fusée est partie et elle a déjà consommé à peu près 2000 tonnes de carburant, c'est-à-dire 14 tonnes à la seconde. Toutes les secondes, la fusée brûle 14 tonnes de carburant, c'est énorme. Avec le 2e étage, on va pouvoir aller un peu plus haut encore, s'éloigner un peu de la Terre, et puis le 3e étage va servir alors 2 fois, une fois pour finaliser la mise en orbite, qui est une orbite de parking, c'est comme ça qu'on l'appelle, et puis une 2e fois, on va rallumer le moteur pour envoyer
ce qui reste vers la Lune, en direction de la Lune. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'injection translunaire. Et donc voilà ce qui va se passer. Là, vous allez avoir besoin d'ouvrir le coffre en fait qui contient le LEM, hein, vous vous souvenez, le module lunaire, celui qui va allunir. Voilà, on va dégager le module de commande qui est attaché au module de service, l'accrocher avec le LEM, voilà, le module lunaire, et puis on va emmener tout ce monde-là vers la Lune. Arrivé vers la Lune, les deux vont se décrocher et le LEM seulement va descendre sur la Lune. On va voir comment ça se passe. Voilà, on se met en orbite autour de la Lune. Hop là, si ça marche pas, crac, on rentre directement. Si ça marche, ben on se détache. Le LEM descend, va se poser donc à la surface de la Lune, pendant que le module de commande et de service reste en orbite autour de la Lune. Et donc c'est le troisième astronaute qui reste à attendre ses deux copains. Voilà, on se pose. On a les premières images. Voilà. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Voilà, c'est un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité. Et donc, pour la première fois, on se promène sur la Lune. Une belle aventure. Et puis pour repartir, on va repartir juste avec la partie supérieure du LEM. Voilà, c'est juste cette petite partie qui s'en va, qui va rejoindre en orbite le module de commande et de service, ici, le troisième homme qui reste à tourner autour de la Lune. On se sépare du coup de cette partie-là qui ne sert plus à rien, et puis on va rentrer sur Terre, où on va aller, voilà, on va reprendre la direction de la Terre, et puis arrivé à proximité de la Terre, eh bien, on va dégager le module de service, ne garder que le module de commande qui va rentrer dans l'atmosphère, s'échauffer en rentrant dans l'atmosphère. Voilà. Et puis, on va ouvrir des grands parachutes et le module lunaire va retomber dans la mer. Voilà, alors il y a un porte-avions qui est pas très loin pour récupérer les astronautes. Voilà tout ce qui reste, donc, toute cette petite partie, c'est ça qui reste de la fusée. Une fusée qui faisait 110 mètres de haut quand même et 3000 tonnes au décollage. Voilà. Donc ça s'est fait il y a longtemps. La dernière fois que quelqu'un a marché sur la Lune, la dernière fois, c'était en 1972. La première fois que quelqu'un s'est posé sur la Lune, j'avais 6 mois. La dernière fois que quelqu'un s'est posé sur la Lune, j'avais 4 ans. Voilà, ça donne une idée un petit peu déjà c'était il y a longtemps, hein, c'est ce que ça veut dire. Et puis ça n'a pas duré très longtemps. Hein, l'exploration lunaire, ce qu'on appelle parfois la conquête lunaire, on n'a pas conquis la Lune, hein, on l'a juste visité. Mais donc l'exploration lunaire n'a duré que 3 ans et demi finalement. Hein, donc finalement, c'est pas grand-chose. Alors vous voyez que c'est quand même une sacrée prouesse technologique, hein, de faire ça. Et depuis, eh bien, on n'est pas retourné sur la Lune. Alors qu'est-ce qu'on fait depuis alors? On a dit qu'il y avait 24 personnes qui étaient allées jusque vers la Lune, mais qu'ont fait les autres? Puisqu'il y en a eu en tout 565, qu'ont fait les autres? Eh bien, les autres, ils sont restés à tourner autour de la Terre. Ils sont allés autour de la Terre à bord de petites stations, par exemple, de différentes choses. Il y a eu notamment la navette spatiale qui a permis pendant longtemps d'emmener des gens dans l'espace. Alors c'est terminé, elle a pris sa retraite, la navette spatiale, mais on peut regarder quand même à quoi ça ressemble, un petit décollage de la navette spatiale. Je l'avais quelque part, pas loin. Eh ben ça a disparu, super. Alors, c'est pas grave, on va la chercher, on va aller la chercher ici. Hop là. Bon, j'ai eu des petits soucis juste avant le webinaire et du coup, j'ai eu deux, trois frayeurs avant de commencer. Hop. Ce qui fait que j'ai dû me tromper. Voilà. Donc voilà la navette spatiale. Alors vous voyez, le principe c'est la même chose que la station, que la fusée de tout à l'heure. On va décoller, sauf que ici c'est pas des étages, c'est d'une part la navette qui elle se comporte comme un avion, avec derrière le carburant en fait dans des réservoirs qui sont séparés de la navette. Voilà.
One, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Et c'est parti. returning to the space station. Ceux qui ont vécu ça et qui se souviennent du décollage de la navette, c'était quelque chose quand même. Et tout ce que vous voyez, toute la fumée que vous voyez à la base, c'est de la vapeur d'eau en fait, qui est pulvérisée, comme je vous le disais tout à l'heure, pour éviter le bruit assourdissant que ça représente et pour éviter que ça fasse exploser les vitres autour. Voilà. Donc la fusée monte comme ça, avec, vous voyez, vous avez un gros réservoir au milieu, avec du carburant liquide, et puis deux propulseurs à poudre sur les côtés. Voilà, donc les deux propulseurs ont fini leur boulot, donc ils vont rentrer sur Terre, ils vont être récupérés dans l'eau, et puis la navette continue son voyage, et ensuite c'est le gros booster central, la orange, qui va se détacher une fois que la fusée aura atteint sa vitesse qui lui permet de se mettre en orbite autour de la Terre. Voilà, donc des navettes, il y en a eu quelques-unes qui ont été lancées comme ça, et elles ont permis de construire au fur et à mesure la station spatiale internationale, par exemple. Donc il y a eu des vols de navettes en fait avec des astronautes à bord qui ont juste permis d'aller faire des expériences, d'aller faire différentes choses dans l'espace, d'aller voir un peu comment ça se passait. Et puis ensuite, eh bien, on a commencé à du coup construire une station spatiale qui a permis d'aller habiter dans l'espace. Voilà. Donc cette station spatiale, voilà comment on l'a construite, vous voyez, par petits morceaux comme ça. Au fur et à mesure, elle s'est construite. Ça a commencé en 1998 et ça s'est terminé en 2011 ou 2012, hein, quelque chose comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, elle ressemble presque à ça, pas encore tout à fait. Hop, voilà, ça se termine. Hein, donc voilà à peu près l'état de la station spatiale après de nombreuses années de construction. Alors c'est assez grand cette station spatiale, hein, on peut regarder ça un petit peu plus en détail. Vous avez différentes parties qui la composent. Vous avez quelque chose qui fait, oui, vous voyez, jusqu'en 2011. Hein. Donc ça fait 108 mètres de long, 73 mètres de large, 420 tonnes. Hein. Ça va à 28 000 km à l'heure quasiment. Il faut 93 minutes pour faire un tour de la Terre. C'est assez rapide. Ça veut dire que on a le temps de voir 16 fois le lever de soleil et 16 fois le coucher de soleil. Et on avance, on est à une altitude, de 400 km à peu près au-dessus de la Terre. Voilà. Alors, 4 parties principales pour la station spatiale. Les panneaux solaires déjà, hein, vous voyez, les panneaux solaires qui sont facilement identifiables. Hein, vous voyez, on voit ici, on les a dessinés en rouge. Donc, on les retrouve là et là, voilà, les panneaux solaires, qu'il ne faut pas confondre avec les systèmes de contrôle thermique, c'est-à-dire ces parties-là qui des fois sont confondues avec des panneaux solaires. En fait, toutes ces choses-là, c'est le principe de contrôle thermique, c'est-à-dire ce sont des radiateurs en quelque sorte, qui font du chaud, du froid selon les conditions évidemment, mais qui sont capables de réguler la température. Et puis ensuite, vous avez la poutre principale qui est ici et qui supporte le tout. Et puis, il nous reste juste quelques petits modules ici, vous voyez, au milieu, les modules habitables. Hein, c'est juste cette petite partie-là, hein, qu'on peut voir d'ailleurs sur j'ai un autre cliché sur lequel on va voir ça un peu différemment. Hop là. Voilà. Voilà, donc ici vous voyez les modules centraux, hein, avec les différents pays qui participent. Donc de ce côté-là plutôt le côté russe, hein, tout ça c'est le côté russe. C'est les premiers d'ailleurs qui ont envoyé des choses là-bas. Et puis ils avaient déjà l'expérience avec la station Mir pour ceux qui s'en souviennent. Et puis ensuite, on a toute la partie ici internationale. Principalement, il y a les Américains ont beaucoup travaillé, mais les Européens aussi ont donné ont investi là-dedans. Donc il y a des modules européens. Il y a même un module japonais, hein, ici là-haut, le module japonais. On reconnaît d'ailleurs le petit drapeau ici, hein, de ce module japonais, donc avec des équipements tout à fait intéressants. Tout ça c'est mutualisé un petit peu quand même, hein, c'est-à-dire que tout le monde travaille sur tout. Le laboratoire Kibo, là, le laboratoire japonais, il ne sert pas que pour les Japonais. C'est leur contribution à la station spatiale et bien de temps en temps ils y vont, mais ils sont pas tout le temps là-haut, quoi. Hein, voilà. Et en permanence, il y a donc 7 astronautes maintenant, hein, 7 astronautes qui vont à bord de la station spatiale. Alors
c'est là finalement qu'on va en grande majorité. Les astronautes, on les envoie pas très très loin dans l'espace maintenant, vous l'avez compris, on ne va plus vers la Lune, on reste vers la station spatiale, et du coup peut-être on va regarder comment ça se passe pour aller dans la station spatiale. On va utiliser pour ça une fusée évidemment, et il y a de petites différences quand même avec la fusée pour aller sur la Lune, ou en tout cas avec la fusée qui a permis d'aller sur la Lune. En fait, elle était 2 fois plus grande que celle-ci. Hein. Voici une fusée Soyouz en fait, qui est une fusée russe, et donc qui est constituée en étages, mais d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que vous avez aussi des boosters à poudre sur les côtés. Hein, hop là, je vais revenir un petit peu en arrière, pardon. Voilà, vous avez des boosters à poudre sur le côté. Donc là, vous voyez, alors désolé pour le bandeau qui est en bas, hein, mais vous avez les 4 boosters qui sont sur le côté, qui se détachent du corps de la fusée, qui forment en quelque sorte le premier étage. Ensuite, il y a le 2e étage qui est le corps de la fusée en elle-même, et puis le 3e étage avec ici le vaisseau Soyouz à proprement parler, qui va permettre aux astronautes d'arriver à bord de la station. Alors voilà comment ça se passe. On décolle depuis Cap Canaveral. Hein, depuis Baïkonour, dans le Kazakhstan. Hein, on est chez les Russes. Voilà, on part de Baïkonour. Voilà. Alors au décollage, évidemment, hein, c'est puissant, hein, c'est violent comme décollage. Voilà, on va partir assez rapidement. On va prendre on va prendre des jets, c'est-à-dire qu'on se sent très très lourd, hein, c'est comme si on pesait beaucoup plus lourd, et puis arrivé à 11 km d'altitude, on est déjà rendu à 1600 km à l'heure. Vous voyez, on est très serré à l'intérieur, hein, c'est pas très confortable. Là, on va au fur et à mesure détacher les morceaux. Alors, vous voyez, ça c'est la tour de sauvetage, ce qui permet aux astronautes de s'échapper s'il y avait un problème. Donc on n'en a plus besoin, on l'a largué. Ici, on largue les boosters à poudre qu'on a vu tout à l'heure au moment du décollage également. Voilà, les astronautes sont là, ils vont bientôt, alors ils prennent encore un petit peu d'accélération avec un petit peu beaucoup d'ailleurs, hein, avec la puissance de la fusée, et puis vont bientôt se retrouver dans l'espace. Voilà, on fait encore quelques corrections, et voilà donc ce qui va leur permettre d'aller jusqu'à la station spatiale. C'est la partie habitable en quelque sorte, hein, de la fusée. Voilà, donc on détache le 2e étage qui sert plus à rien, il est vide maintenant, il va retomber sur Terre, on est suffisamment haut pour qu'il s'enflamme dans l'atmosphère, hein, donc vous voyez, on est à 170 km d'altitude, et puis on va envoyer donc notre Soyouz. Alors les astronautes ici se trouvent juste en dessous de la boule, là, vous voyez la petite boule, les astronautes sont juste en dessous, là, voilà, dans la partie intermédiaire, on va dire. On va le voir tout à l'heure. Voilà, donc on détache cette partie-là, et donc nos 3 astronautes qui sont donc à l'intérieur du vaisseau, là, du module, les 3 astronautes sont maintenant en impesanteur, hein, ils sont déjà en orbite autour de la Terre. Voilà. Alors, on déploie les panneaux solaires, les antennes, etc. pour pouvoir continuer notre voyage. On a dit tout à l'heure, à 170 km d'altitude. On l'a monté un petit peu, on est rendu maintenant à quelque chose comme 200, 220 km d'altitude. Mais c'est pas encore suffisant. Vous vous souvenez peut-être, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, que la station spatiale se trouve à 400 km d'altitude. Donc, on est encore loin. Regardez, il faut s'éloigner de la Terre. On est à 200 km et il va falloir monter jusqu'à 400 km d'altitude. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour aller jusqu'ici, pour arriver vers la station spatiale? Eh bien, il va falloir trouver le bon moyen. Et ce moyen, ça va être d'allumer les moteurs une fois ici, une deuxième fois là, ce qui nous permet de monter un petit peu. Et puis, à nouveau, on va recommencer un peu plus loin pour augmenter notre altitude. Vous voyez, à chaque fois qu'on donne un petit coup de boost, en fait, ça accélère notre vitesse et ça nous écarte de la Terre, finalement. Voilà. Et puis, on va venir se docker, se positionner juste à côté de la station spatiale et donc s'accrocher, s'arrimer à la station spatiale. Voilà. Donc, voilà, vu de la station spatiale, ce que ça donne. On est rendu
à 400, oui, alors, de 200 à 400 km à peu près. Hein, c'est le voyage qu'on a pu faire. Donc, on a ici le module orbital, le module de descente et le module, le compartiment des instruments. C'est dans le module de descente que se trouvent les astronautes au décollage, et ils peuvent aller se promener dans le module orbital. Hein, si le vol dure un peu longtemps, des fois ça dure 2 jours pour atteindre la station spatiale, ça dépend des trajectoires. Du coup, ils peuvent bouger un petit peu quand même, hein, pour leur confort. Voilà. Donc ici, on a la capture au niveau de la station spatiale. Voilà des vraies images en fait, hein, de cette capture. Et donc, voilà, les astronautes vont pouvoir passer depuis leur vaisseau Soyouz jusqu'à l'intérieur de la station spatiale. Les voilà arrivés. Il y a le comité d'accueil qui est là pour leur souhaiter la bienvenue. Voilà, ils sont contents, ils se congratulent, ils sont contents de voir du monde. Ça fait un petit moment qu'ils étaient à attendre là-haut. Voilà. Alors peut-être on peut parler un petit peu de la station spatiale justement, puisque cette station spatiale, vous la connaissez parfois sans la connaître, hein, mais cette station spatiale, eh bien, elle est constituée de différents éléments qu'on a vu tout à l'heure, et évidemment, on y travaille, on y fait des choses. Il faut y manger également, hein, et donc manger dans l'espace ou vivre dans l'espace de façon générale, c'est pas si évident que ça. Regardez, pour manger, par exemple, voilà comment se comporte votre nourriture. Hein, c'est pas évident. Alors il y a plein de vidéos comme ça qui montrent différentes expériences ou différentes façons de manger. Voilà, donc oui, on mange des plats préparés, des choses comme ça, évidemment. Et alors voilà comment ça se passe. Vous voyez, vous avez des plats qui sont déshydratés pour la plupart. On choisit la quantité d'eau qu'on va mettre à l'intérieur. Ici, on appuie sur le bouton qui envoie de l'eau chaude à l'intérieur. Hop, c'est des épinards là qui nous mangent, Chris Hadfield. Voilà, ces épinards, crac, sont prêts. Il ne reste plus qu'à les manger. Voilà. Ah, il va faire chauffer autre chose. Hop, il va emmener ça ici dans un four. Hein, cette partie-là, c'est un four, une sorte de, je sais pas, peut-être un four micro-ondes. Je sais pas comment il marche son four exactement, mais en tout cas, c'est un four qui ressemble à une valise. Voilà, il est content, c'est chaud, et donc il va pouvoir se fabriquer un petit sandwich. On va regarder le genre de sandwich qui se fabrique. Alors, il préfère utiliser des tortillas comme ça parce qu'autrement, ça laisse des miettes, donc c'est pas pratique. Donc voilà, c'est très appétissant, n'est-ce pas? Ça fait très envie, hein. Voilà. Faut pas être trop gourmand, hein. Un peu de viande, des petits morceaux de viande, et des morceaux de bœuf, bon, du bœuf séché sans doute, hein. Voilà, un peu de sauce épicée. Bon, il se fait plaisir, hein, visiblement, il aime bien se faire à manger. Du sirop d'érable peut-être? Sirop d'érable, non, on n'en a pas là, on en verra plus tard du sirop d'érable, je crois. Mais c'est un Canadien, oui, c'est un Canadien, c'est pour ça qu'il dit ça, Daniel. Voilà, c'est un petit bout en train, Chris Hadfield. Voilà, alors il goûte, regardez la tête qu'il va nous faire, il réfléchit, est-ce que c'est bon? Ouais, très bon, très bon. Voilà, un bon comédien, hein, Chris Hadfield. Alors après, il ouvre le dessert, attention, le dessert. Alors vous voyez, tout ça, ça flotte évidemment dans l'espace, donc c'est pas simple, hein, et c'est pour ça qu'on choisit ces choses-là. Voilà. Ouais, son gâteau au chocolat. Pas très appétissant, vu comme ça, mais bon, c'est le goût qui importe, hein. Donc, hop là. Il est plutôt content de son gâteau au chocolat. Alors, le café maintenant. Le café, vous voyez, il faut tout préparer, mais c'est pas évident. Alors, je suis pas sûr qu'il aime bien le café, hein, parce que vu la tête qu'il fait, ça n'a pas l'air... hop là, il en fout partout en plus. Voilà. Donc, le dessert, voilà, gâteau au chocolat et café. Ah ouais, du sirop d'érable, voilà à quoi ça ressemble, ou du miel peut-être. Alors on emmène des petits plats aussi un peu plus élaborés, vous voyez, en conserve, fabriqués par l'ESA et par des chefs français. Il y a des fruits frais de temps en temps, alors ça c'est la fête, hein. Quand il y a des fruits frais, vous voyez, ça arrive pas souvent, donc ils se font des petits desserts sympathiques. Il y a une petite tarte aux fraises ici par exemple, avec un peu de crème, ou du lait, je sais pas. Voilà, et regardez, même il y a des M&M's, hein. Ils ont même leur M&M's dans l'espace, ils se font plaisir, quoi. Voilà. Alors,
vous l'aurez compris, effectivement, quand on est dans l'espace, quand on est astronaute, on tourne en même temps que la station spatiale. C'est le même principe que la balle de tennis qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a été envoyé à une certaine vitesse et on est en train de tomber en permanence sur la Terre, mais c'est la vitesse de la station qui rattrape finalement qui rattrape les choses. Donc c'est une combinaison de deux forces, la vitesse et l'attraction de la Terre. Et donc on tourne comme ça, on est en chute libre permanente, et c'est pour ça que ça soit l'astronaute, la nourriture ou quoi que ce soit d'autre, tous les éléments qu'il y a dans la station spatiale ou la station spatiale elle-même, tout ça va à la même vitesse et dans la même direction, d'où l'impression de flotter. Un peu comme si, vous voyez, je lâche un ascenseur du dernier étage d'un immeuble, si vous êtes à l'intérieur, tant que vous n'êtes pas arrivé en bas, bah, vous flottez. Voilà, flotter. C'est en bas que ça commence à mal se passer en général. Hein, quand on descend, tant qu'on descend, tout va bien. C'est au moment où ça s'arrête que la chute est un peu brutale, malheureusement. Voilà. Bon, ça arrive pas. Hein, on fait pas ça en général. Voilà. Donc, voilà pour cette station spatiale. Alors, une fois qu'on est allé dans la station spatiale, il faut en revenir aussi. Et pour revenir de la station spatiale, ça va être le même principe. On va revenir de cette station par le même moyen qu'on est parti. Donc, on dit au revoir à tout le monde. Voilà, on est content de vous avoir rencontré. On s'en va. On met le sas. Voilà, on ferme le sas. Et puis, donc, les astronautes vont repartir. Voilà, donc ils sont prêts à repartir. Ils vont se détacher donc de la station spatiale et puis ils vont redescendre. Alors, notez, hein, il n'y a pas beaucoup de place. Vous avez vu, c'est petit, hein. Voilà, donc on se détache. Et puis, ce Soyouz, ce module Soyouz ici, va redescendre en direction de la Terre. Alors il va falloir les bonnes trajectoires, etc., pour pas risquer quoi que ce soit. On s'éloigne de la station spatiale. On va descendre progressivement, lâcher ce qui n'est plus utile et puis redescendre avec le strict nécessaire sur Terre. Alors, un petit coup de rétrofusée pendant 4 minutes 45 pour ralentir finalement notre vitesse. Comme on va moins vite, du coup, on va redescendre, on va se rapprocher de la Terre, on va descendre à l'intérieur de l'atmosphère. On n'a plus besoin du module orbital et du module d'instrument, donc on va n'avoir plus que le module de descente. C'est cette partie-là qui va ramener les astronautes jusque sur Terre. Voilà, donc on va redescendre avec ça et essayer de tomber dans les plaines du Kazakhstan, encore une fois. Alors, l'atterrissage, vous allez voir que c'est un peu violent. Vous voyez, on descend dans l'atmosphère ici. Alors déjà, on va s'enflammer au contact de l'atmosphère. Hein, donc, vous avez des flammes qui apparaissent partout autour de du module. Voilà, on va voir ça. Ça va échauffer le bouclier, hein, qui va essayer de prendre toute la chaleur et de la disperser autour. Voilà, donc les 3 astronautes sont à l'intérieur. Un petit peu le même principe, hein, que ce qu'on avait vu tout à l'heure pour les missions Apollo, hein, si vous vous souvenez bien. Voilà. À noter que cette fusée Soyouz qui a permis de faire ça, c'est la même qui est utilisée quasiment depuis 1966. Très peu de différence. Alors, vous voyez, la descente est un peu violente, hein, on est un peu ballotté dans tous les sens, jusqu'à l'atterrissage proprement dit, qui est un peu violent. Hein, l'arrivée au sol est un peu violente. Alors, il y a beau y avoir en dessous du module, vous allez voir des petits trous en fait qui sont des endroits où, alors oui, on ouvre un parachute déjà, et puis en dessous du module, vous allez voir des petits trous qui sont des réacteurs finalement. On va se servir des réacteurs pour ralentir. Vous voyez les 6 petits trous que vous voyez là vont permettre de ralentir. Regardez au moment du toucher au sol, hein, vous avez pu voir, je le remets, vous avez pu voir hop là, oui, une explosion. En fait, c'est les fusées en fait qui vont pousser pour amortir la chute. Alors malgré tout, il semblerait que ça fasse à peu près la même chose qu'un accident avec un camion. Hein. Et vous voyez, on a l'impression qu'il est tout désarticulé. En fait, les astronautes qui sont montés là-haut, eh bien, ont perdu une bonne partie de leurs muscles quand même. Ils ont perdu l'habitude d'utiliser leurs muscles comme sur Terre, et du coup, la sensation est tout à fait particulière. Hein, on peut regarder à nouveau. Hop là, je vais revoir
voilà, la sortie de l'astronaute depuis la capsule, on se rend compte qu'il a du mal à faire des mouvements, vous voyez. Et vous allez voir à un moment, il lève la main, et même pour lever la main, en fait, on sent que sa main est très lourde. Voilà, c'est un Italien ici en l'occurrence, un Allemand. Regardez, vous voyez, il lève sa main et on sent qu'il la repose tout de suite. C'est compliqué, quoi. Voilà. Alors, des astronautes, il y a des astronautes européens aussi. Hein. Alors, on continue les sondages. Hein. Pendant ce temps-là, Daniel vous envoie des petits sondages de temps en temps hein, pour voir si vous avez bien suivi quand même. En quelle année a-t-on envoyé le premier astronaute dans l'espace? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le premier astronaute, hein, le premier astronaute. À quelle année a-t-on envoyé le premier astronaute dans l'espace? 1957, c'était le premier satellite. C'était Spoutnik. Bon, moi, je m'en vais. Hein. Vous écoutez pas, ça va pas du tout. Non, bon. Alors, alors 69, c'était le premier homme sur la Lune. 1981, c'était la navette spatiale. C'était donc bien 1961. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon. Parlons un petit peu des Français. Combien est-ce que vous connaissez d'astronautes français? Est-ce que vous sauriez me dire combien est-ce que vous en connaissez, vous, déjà? Et puis ensuite, on va voir combien il y en a. Alors, soyez honnête, hein, ne me dites pas « je pense qu'il y en a tant », mais dites-moi combien vous en connaissez, vraiment. Combien est-ce que vous connaissez d'astronautes français? Est-ce que vous en connaissez 1, 2, 3, 10 et si vous en connaissez... je vois qu'il y en a qui ont marqué qu'ils en connaissent 10. C'est combien vous en connaissez, hein, combien vous êtes capable de combien vous êtes capable de citer le nom. Voilà. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par vous demander combien il y avait d'astronautes français, combien il existe d'astronautes français. On va regarder la réponse en image directement. Voyons, hop là. Voilà les astronautes français. Hein, alors, je réitère la question, combien est-ce que vous en connaissez là-dedans? Eh bien, finalement, oui, vous connaissez tous Thomas Pesquet, j'imagine, le premier de la bande. Les autres, on les connaît moins hein, quand même. Hein, si je vous mets leur nom, voilà. Vous connaissez peut-être Claudie Aigneret parce qu'elle a été ministre, parce que elle est un petit peu plus connue que les autres, peut-être. Peut-être pour les plus âgés d'entre vous, vous connaissez Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry parce que ça a été les deux premiers. Hein, les deux premiers les deux premiers Français à aller dans l'espace, mais les autres sont moins connus. Vous noterez au passage qu'on a Claudie Aigneret ici, et puis on a au-dessus Jean-Pierre Aigneret. En fait, autrefois, c'était Claudie André Déhay, c'était son nom, et son nom de jeune fille. Et finalement, elle s'est mariée avec un astronaute, avec Jean-Pierre Aigneret. Alors là, on a l'impression qu'elle regarde Thomas Pesquet. Je sais pas, peut-être que elle trouve son mari trop vieux maintenant, j'en sais rien. Oh, il y a anguille sous roche, hein, attention. Elle regarde plutôt Thomas Pesquet. Non, c'est des plaisanteries, évidemment. 10 astronautes, hein, 10 astronautes, et sur ces 10, pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, hein, vous connaissiez Thomas Pesquet uniquement. Hein, c'est le plus célèbre, maintenant le plus connu. Hein, il fait partie donc des astronautes qui volent encore, puisqu'il va partir bientôt à nouveau dans la station spatiale. Hein, ça va se passer au mois d'avril prochain. Au mois d'avril, il va retourner dans la station. Alors, il retourne pas, lui, en revanche, de la même façon qu'il était déjà parti. Il était parti avec une fusée Soyouz, hein, donc avec le moyen qu'on avait vu tout à l'heure. Il va repartir avec une fusée, une Falcon 9, une Falcon Crew, une Crew Dragon, pardon, qui est la nouvelle fusée d'Elon Musk. Et vous voyez que c'est beaucoup plus confortable à l'intérieur, hein, et c'est beaucoup plus design déjà, plus confortable. Hein, on voit qu'il y a une belle progression en tout cas. Hein, c'est pas les. Il passe de la classe économique à la classe business class. À la classe affaires, la business class, voilà, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu l'idée. Voilà, ça va être plus agréable en tout cas. Peut-être puis-je vous passer un petit. On peut regarder comment ça se passe à l'intérieur. Alors oui, ça fait partie des choses que j'avais préparées et puis
avec mon bug de dernier moment, je l'ai reperdu. Alors, Soyuz, SpaceX, on va regarder ça. Tac. Voilà. Et hop. Voilà, désolé pour le délai. Voilà. Donc, cette fusée, elle est ici sur son pas de tir. Voilà, on va voir comment ça se passe. Donc, petite fusée modeste. Vous voyez, les astronautes sont en haut, là, toujours dans la partie conique, toujours dans la partie tout en haut, là-haut. Voilà, ils sont là. Enfin, on va dire, ils vont y aller. Et voilà, au pied de la fusée. Ils disent au revoir avant de partir. Alors, vous voyez, ils sont 4. Ils étaient 3 dans la fusée Soyuz. Maintenant, ils partent 4 par 4. Les équipages représentent 4 personnes. Voilà. Donc, il y a l'équipe d'accompagnement. On dirait des ninjas comme ça. C'est pas des ninjas, c'est juste ils ont une civière dans le dos et puis ils ont des masques. On sait pas trop pourquoi. Voilà. En ce moment, tout le monde porte des masques. Voilà. Et donc, ils vont grimper dans leur petite fusée. Alors, ils marquent leur nom avant de partir là sur les murs. Voilà, là, on est 2 heures avant le décollage. Vous voyez, ils sont très calmes, très sereins. Ils se préparent. Et donc, à l'intérieur, ils ont un matériel beaucoup plus sophistiqué que chez les Russes, où c'est resté très rustique. C'est, comme je vous disais, les fusées Soyuz qui servent aujourd'hui sont à peu près les mêmes que celles qui servaient en 1966 pour les premières. Donc voilà, il y a eu peu d'évolution du côté des Russes. Ici, là, on est avec des écrans tactiles. Ça, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Et donc, ils ont une vision d'ensemble beaucoup plus précise que chez les Russes. Voilà. Alors, le voyage peut être long. Ça peut durer 2 jours. C'est soit 2 jours, soit 6 heures. En général, c'est l'un ou l'autre. Il y a deux principales façons d'aller vers la station. L'une dépense plus de carburant, l'autre est plus économique. Voilà, il y a différents avantages et inconvénients, j'imagine, à l'une ou à l'autre. Voilà, donc ce voyage en direction donc de la station spatiale internationale. Voilà, donc Thomas Pesquet, il va partir lui effectivement avec cette mission-là, avec cette fusée-là, pardon, et ça va lui permettre donc d'aller à bord de la station spatiale bientôt. Et puis on retournera sur la Lune vraisemblablement. C'est prévu pour les années à venir. Alors on ne sait pas quand exactement. Ça va se faire avec une station spatiale qui va être construite aussi autour de la Lune et qui va permettre de faire un intermédiaire intéressant, pour pas avoir forcément à chaque fois à se poser sur la Lune, mais pouvoir faire des allers-retours de la Terre à la Lune en mettant des choses en orbite autour de la Lune et puis faire une base permanente autour de la Lune, pourquoi pas. Voilà, donc c'est prévu. Alors, avant de finir, peut-être Daniel, des questions encore, non? Oui, bien sûr qu'il y a des questions. Oui. Par exemple, c'est avec du retard par rapport à ce que tu racontes, évidemment. Bien sûr. Où s'entraînent les astronautes? Ils font quoi dans la station spatiale? On a parlé aussi. Et puis ensuite, est-ce qu'il est nuisible d'aller dans la station? Alors, nuisible, ça dépend pour qui. Pour le corps. Pour le corps. Alors, pour le corps, en fait, on estime qu'aller dans la station spatiale, ça vous fait, en l'espace de 6 mois, quand vous allez dans la station spatiale, vous y allez pour 6 mois. On estime qu'aller dans la station spatiale, c'est faire subir à son corps l'équivalent de ce qu'on vieillit en 20 ans. Voilà, pendant 6 mois. À une différence près, c'est que c'est réversible quand même. C'est-à-dire que on fait subir à son corps un vieillissement de 20 ans et on va récupérer une partie. C'est-à-dire qu'on perd pas 20 ans d'espérance de vie, mais on vieillit quand même de 20 ans pendant un petit moment. Il faut un petit moment après pour récupérer toutes ses facultés. Voilà, donc c'est effectivement pas anodin.
C'est pas anodin. Après, qu'est-ce qu'on y fait sur place? Principalement des expériences. On y va pour faire des expériences parce que dans l'idée, on est là-haut pour vivre dans l'espace, pour apprendre à vivre dans l'espace, voir un peu comment les choses se passent. Qu'est-ce que à quoi ça va ressembler si je fais un long voyage dans l'espace, par exemple, si je vais longtemps dans l'espace, à quoi ça va ressembler. Donc c'est pour ça qu'on fait des études dans ce sens-là. Ça permet de voir si on est capable de cultiver ou d'élever des animaux, peut-être dans l'espace, des choses comme ça, pour voir si on voulait un jour faire des voyages lointains. Voilà. Il y avait quoi d'autre comme question, Daniel? L'entraînement des astronautes, à quel endroit L'entraînement, comment ça se passe, c'est ça. Alors, il y a différents types d'entraînement, notamment il y en a à Cologne, il y en a aussi aux États-Unis, du côté de c'est à Houston d'ailleurs. J'ai un petit doute. à Houston, ils s'entraînent. Il y a Houston, la zone d'entraînement. Vous avez des grands bassins dits de flottabilité neutre. C'est des endroits en fait où on peut simuler finalement la même chose que quand on est dans l'espace. C'est un peu comme si on était dans l'espace. On est dans une piscine et on est immergé finalement avec ça donne des mouvements qui donnent à peu près la même chose que dans l'espace. On ne sent plus son corps, on se sent plus pesé, et du coup, ça permet de s'entraîner comme ça. L'entraînement, il est long. L'entraînement pour un astronaute, c'est plusieurs années. Thomas Pesquet, par exemple, a passé 7 ans entre le moment où il a été sélectionné et le moment où il est parti dans l'espace. Voilà, donc c'est quand même long. C'est pas mal d'entraînement pour faire ça. Voilà. Et puis, il y avait une autre question, Daniel, non? C'est bon, on a fait le tour. Là. Non, c'est bon à peu près. Alors, pour terminer quand même, on a parlé tout à l'heure d'aller vers Mars. Je vous demandais qui voudrait aller vers Mars. On va essayer d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler un voyage vers Mars, parce que c'est pas si évident que ça. En fait, déjà aller vers Mars, ça veut dire faire un voyage qui n'a rien à voir avec le voyage qui nous permet d'aller vers la Lune. Pour aller vers la Lune, je vous rappelle, on a envoyé 24 personnes. Ça a coûté une fortune. Et c'était très compliqué. Et on n'a renvoyé plus personne depuis 1972. Regardez, si on veut aller de la Terre à Mars, il faut aller ici. Hop, on enlève tout ce qui nous intéresse pas. Il faut aller de la Terre à Mars, donc choisir le bon moment pour partir. Vous voyez, comme les planètes tournent les unes par rapport aux autres, eh bien forcément. Il faut choisir le bon moment. Vous voyez qu'il y a des moments où on est tout près de Mars, là, mais c'est pas le bon moment pour partir. Il faut déjà avoir choisi de partir avant, parce que, regardez, si vous mettez 8 mois à peu près pour aller vers Mars, eh bien, le temps de partir et de revenir, les choses sont très compliquées. Voilà, donc il faut choisir le bon moment, la bonne fenêtre de tir. Encore une fois, il faut 8 mois à peu près pour y aller. Alors, je vous rappelle qu'en un an, on fait un tour du Soleil. Donc, je vous laisse imaginer, 8 mois, ça fait plus de la moitié de l'orbite terrestre. Et donc, vous voyez, pendant ce temps-là, les planètes, elles auront bougé, quoi. Voilà, donc c'est pas simple d'aller sur Mars. Et puis, une fois qu'on arrive sur Mars, on arrive vers un endroit où on a une atmosphère de dioxyde de carbone, où donc on ne peut pas respirer du tout. Il n'y a rien à respirer. Il n'y a rien à boire, rien à manger. Il y a une température de moins 80 degrés. Et donc les choses ne sont pas si simples que ça, quoi. Voilà. Et puis vous êtes suffisamment loin de chez vous pour vous dire que il n'y a pas de solution pour rentrer facilement. Donc si vous partez vers Mars, à l'heure actuelle, en fait, on sait y aller, mais on ne saurait pas en revenir. On n'a pas la technologie pour y aller et revenir. Voilà. Donc c'est très compliqué. Et donc du coup, tiens, je vous repose la question maintenant, qui voudrait aller vers Mars, qui est prêt à aller vers Mars? Et peut-être que les réponses vont être légèrement différentes. Tout à l'heure, vous m'avez répondu, il y avait presque la moitié des gens qui étaient prêts à y aller. On va voir maintenant ce que vous répondez. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour aller vers Mars? Voudriez-vous aller sur Mars? Bon, finalement, les choses se sont un petit peu inversées. Peut-être
peut-être qu'effectivement, on n'est pas tous prêts pour être astronaute. Alors, je vous rappelle aussi que pour être astronaute, en fait, c'est beaucoup de travail et que c'est un entraînement très très important, hein, un entraînement compliqué, qu'on peut pas faire ça facilement. Voilà. Bien, j'espère que vous avez eu réponse à certaines de vos questions. Alors, c'était peut-être un peu décousu par moment. Il y a peut-être des choses qui ont été dites et que vous auriez aimé creuser un petit peu, d'autres qu'on n'a pas dites du tout, peut-être. Bon, c'est un choix. Il y a tellement de choses à dire sur l'astronautique, sur les astronautes de façon générale, que c'est difficile d'être complet, d'être précis là-dessus. En attendant, peut-être d'autres dernières questions, Daniel? Oh, j'avais un petit détail, si tu veux te lancer, comment ils prennent de douche? Ah, comment on prend une douche? Eh ben, en fait, on prend pas de douche directement. On va plutôt se débrouiller avec des lingettes. Hein, vous voyez, c'est plutôt avec des lingettes humides. Je vais essayer de vous trouver ça, tiens, très rapidement. Hop là, je dois avoir quelque chose là-dessus. Tac, astronautique, ISS. Tchoum, tchoum, tchoum. Je crois avoir quelque chose. Tenez, voilà. Hop, on va faire comme ça. Alors, est-ce que je vais pouvoir le passer comme ça? Hop. Alors, il faut que je vous partage mon écran. On va faire comme ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas simple. Est-ce que... Non, pour l'instant, on voit rien, forcément. Hop. Un écran. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Tac. Hop. Voilà, donc tiens, c'est toujours Chris Hadfield, là, qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez l'eau, comment elle se comporte. Donc, c'est pas simple. Donc, on peut pas faire une douche. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplir une serviette comme ça avec de l'eau. Hein, attention, si on essaye de l'étreindre, hein, de l'égoutter en quelque sorte, l'eau, elle va rester quand même à la surface du linge. Vous voyez? Et donc, c'est un peu particulier. Voilà, donc on peut pas faire des douches directement. On se débrouille, surtout donc avec des lingettes. Et puis, je crois qu'il doit y avoir un exemple d'un astronaute ensuite qui va prendre, voilà, alors il va se faire son shampoing, si j'ose dire. Voilà. Ah bon, c'est un peu particulier, vous voyez, l'eau se comporte d'une façon un peu bizarre. Donc il faut apprendre à maîtriser ça. Et puis, on se sert beaucoup de serviettes, quoi. Voilà. Alors, au passage, tiens, Chris Hadfield va nous montrer où on dort. Voilà, il a mis son pyjama, il est prêt à s'endormir. Et donc, voilà, pour aller dormir, on s'installe dans son sac de couchage qui est accroché au mur. Hein, mais comme il n'y a pas de haut et de bas, on est tranquille là-bas. C'est très bien. Et on peut se faire plaisir. Voilà. Alors, puisqu'on est avec Chris Hadfield, je vous propose de terminer toujours en restant avec Chris Hadfield. On va le laisser clôturer ce webinaire. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert des choses, que vous avez retenu un petit peu de tout ça. Je vous laisse avec Chris Hadfield qui va finir en beauté avec une jolie vidéo, une belle chanson que certains connaissent peut-être. Voilà, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Bon retour sur Terre et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. On vous retrouve très bientôt. On vous laisse admirer Chris Hadfield et ses talents. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2,
from station, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. But it's time to guide the capsule